Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications et bien sûr le vaisseau amiral gillesparent.com où vous avez l'ensemble des podcasts qui ont été faits. C'est la 6e année, donc il y en a plusieurs. Vous pouvez chercher par le nom, par votre intérêt. Vous pouvez même m'écrire ou m'envoyer un message vocal ou écrit. Il n'y a aucun problème. Bienvenue. Mylène Paquette est une aventurière et navigatrice québécoise, surtout connue pour avoir été la première Canadienne à traverser l'Atlantique Nord en solitaire à la rame, un exploit qu'elle a réalisé en 2013, on s'en souvient tous particulièrement. Elle a parcouru 5000 kilomètres entre la Nouvelle-Écosse et la France, un défi qu'elle a mené à bien en 54 jours, je vous le rappelle. Passionnée de l'innovation et la résilience humaine, Mylène est également maintenant conférencière inspirante, une ambassadrice de la persévérance. Son parcours a d'ailleurs été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes dans le domaine de l'aventure. Bonjour Mylène. Bonjour. Tellement content de te parler. On s'est parlé à l'époque, mais ça fait déjà... quasiment quoi, 12, 13 ans? Peut-être. 2013, 10-12 ans, là. Oui, c'est ça, une dizaine d'années, effectivement. Oui, j'étais passée te voir à la radio au moins 2 fois, après mon livre, après ma traversée. Oui. Absolument. Écoute, on se rappelle de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec les auditeurs, je veux qu'on échange sur ensemble, évidemment, et que tu répondes aux nombreuses questions que j'ai et que les gens ont également concernant cette aventure absolument unique, là, singulière. C'est bon pour toi? Ben oui, tout à fait. Parfait. Ça me fait vraiment plaisir. Commençons par le parcours et la traversée. Donc, on va revenir là-dessus. Ça va nous permettre de parler de puis toi, avec à rebours, ça a dû quand même... C'est impossible que tu ne penses pas à ça pas presque à tous les jours, c'est sûr. Donc, partons par la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a inspiré à tenter la traversée de l'Atlantique Nord à la rame, surtout pour les gens. C'est ça qui est frappant. Ben, ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai juste découvert ça par hasard. C'est un peu comme si le projet m'avait choisi parce que j'ai rêvé de faire de la voile. Ensuite, j'ai découvert la rame océanique. Puis une fois que c'était dans mon imaginaire, une fois que je savais que ça existait, c'était vraiment difficile de faire fi de ça. Je me disais, waouh, ça doit être quoi d'être en connexion avec la nature comme ça sur l'océan. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que ça me conviendrait pas parce que j'ai peur d'être immergée dans l'eau. J'ai peur de tomber dans l'eau, j'ai peur de danger. Et c'est justement à cause de ça que je l'ai fait finalement, parce que je t'avais sûrement déjà parlé de ma petite patiente qui m'avait dit toi, tu sais pas c'est quoi que d'avoir peur et de devoir y aller quand même. Donc, j'avais été un peu narguée, mis au pied du mur par cette patiente-là, puis elle avait eu raison parce que j'avais jamais vraiment confronté mes peurs. Jusque-là, dans ma vie, j'avais 27 ans quand ça s'est arrivé. Donc, j'ai mis les choses en place pour réfléchir un peu plus loin, aller plus loin, voir comment ça se passerait si moi je le faisais. Je me suis vraiment visualisée. J'ai réfléchi, c'est quoi les pires dangers. Puis une fois que j'étais vraiment prête, je me suis dit, je le ferai parce que... En fait, je le ferais parce que j'ai peur de l'eau. Si j'avais pas peur de l'eau, j'aurais rien à me prouver à moi, tu sais. Mm-hmm. J'avais le goût aussi de montrer à cette patiente-là, malheureusement, elle était décédée quand elle était déjà partie quand moi j'ai traversé, mais à d'autres patients, que c'était possible de confronter nos peurs, mais peut-être plus de les apprivoiser puis de vivre avec elles. Ouais. Quand tu dis patient, c'est parce que c'était dans le monde de la santé? Oui, c'est ça. J'étais préposée bénéficiaire à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai fait ça pendant 10 ans. OK. Ouais. On l'oublie avec tout ça parce que tu es devenue conférencière. Oui. Ta vie a changé bout pour bout. Ça veut dire que tu n'étais pas une passionnée du nautisme, zéro, là? Non, pas en tout. Mon père avait des bateaux moteurs pour aller pêcher, faire de la pêche sportive, puis on faisait un peu de ski nautique en arrière, mais on partait de la plage et on revenait à la plage. C'était sécurisant. Mais comment tu t'es préparé, mentalement et physiquement, tu t'es préparé comment? C'est-tu un long entraînement? C'est-tu beaucoup d'étapes? En fait, c'est drôle parce que les gens, on est, permets-moi l'expression, stickés sur le fait que c'est un exploit sportif. Mais moi, j'aime dire que c'est plus un exploit psychologique, mental. Donc, la préparation technique était bien plus importante que la préparation physique. Je pourrais dire à peu près 20% de la préparation, c'était physique, 20% c'était technique, un autre 20% c'était connaître le bateau, savoir quoi faire en cas d'intempérie, savoir lire l'océan, les nuages dans le ciel, les communications, puis un gros pourcentage où c'était la préparation, le financement de cette aventure-là. Je dirais que c'est presque 40% du projet qui était le financement de l'aventure. Là.
OK. Puis ça, c'était pas fait en partant, tu n'étais pas sûr sur ça. Ben non, je pensais même pas pouvoir partir jusqu'à 2 jours avant. Mais est-ce que tu savais ce que ça allait coûter, dans le fond, quand tu veux. Tu sais, quand tu as un projet de même un peu fou, tu peux attirer l'attention en disant, hey, elle a du gars de sans tabarouette ou encore elle est folle complètement. C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure. Fait que, est-ce que tu as eu les deux? J'ai eu tout, j'ai eu vraiment de tout. Mais dans le fond, c'est fascinant parce que c'est comme si on me traitait de folle, pas toujours dans ma face. Ouais, c'est ça. Un peu après. En hypocrite un peu, là. Oui, c'est ça. Tu sais, mon Dieu, elle fait ça pour attirer l'attention. Elle va prendre l'argent des entreprises, elle partira pas. Tu sais, j'entendais des choses, mais après ma traversée. Ah, moi, mon patron, il pensait ça. C'est pour ça qu'on t'a pas commandité. Tu sais, la vérité sortait après l'aventure. Okay. Oui, après. C'est comme si pendant la préparation, les gens s'en parlaient ensemble, mais personne n'avait. Il y en avait quelques-uns qui me traitaient de folle, mais c'était pas prépondérant, là. Tu sais, c'était pas. Mais souvent, Mylène, pour réussir une affaire de même, ça prend soit une grosse entreprise, un gros don ou quelque chose de majeur qui va entraîner les autres. C'est-tu arrivé dans ton cas? Pas tant. Tu sais, j'ai eu comme 20, mais même pas. Je pense que, tu sais, j'avais un budget de 250-265 000 à peu près là, à combler. Puis j'ai eu un 25 000 en commandite financière. Fait que j'ai juste eu un bon ami, un étranger qui est devenu un très bon ami, qui a pris une marge de crédit hypothécaire sur sa maison et qui m'a avancé jusqu'à 70 000 environ. Ben voyons donc. Oui, puis après ça, c'était toutes des petites sentinelles partout. Tu sais, j'avais mon mentor, Hermel, qui avait été entrepreneur toute sa vie, fait qu'il savait négocier des choses. Tu sais, je te donne un exemple, l'éolienne. Elle avait coûté 1 700 $. Il y a des bénévoles qui me l'ont installée. J'ai eu un atelier de prototypage gratuitement là, de l'Institut maritime du Québec, fait que mon bateau était hébergé gratuitement. Tu sais, j'avais des dons de matériel ou de talent ou de spécialité, oui, je comprends. Ça. Des gens qui ont dit, moi, je peux t'aider là-dessus, je peux t'aider là-dessus. Exactement. Je peux installer tes ordis, que je comprends. Oui. Tu sais, je te donne ma semaine de vacances, qu'est-ce que tu as à me faire faire, tu sais, puis les gens, ils venaient, puis, tu sais, je leur payais l'hôtel à Rimouski, puis le bateau était pourquoi à Rimouski. Puis je me rappelle, tu sais, de ça, l'exemple de l'éolienne, tu sais, le gars qui demande à son boss, « Hey, il y a une fille qui fait ça, tu sais, ça te tente-tu de donner l'éolienne? » Non, pas d'affaires, puis, tu sais, on a trop de demandes pour des projets comme ça. Fait qu'Hermel, il a convaincu le vendeur de le mettre dans son inventaire, mais de nous le prêter. Garde-le, dis qu'il est dans ton inventaire, c'est pas grave, là, tu sais, c'est tatouant, mais il est sur notre bateau. Fait qu'il l'a convaincu, puis quand je suis revenue, je devais lui payer. Fait qu'on a dit comme, tu sais, est-ce que on peut te le payer, tu sais, où est-ce qu'on te paye ça? Puis on dit non, gardez-la, c'est correct, tu sais, on est content, tu sais. Fait que, on avait, tu sais, sa sagesse, il avait quand même 42 ans de plus que moi, il avait l'esprit tellement aiguisé, Hermel, il trouvait des solutions où moi, j'en aurais jamais trouvé. Moi, je savais pas qu'on pouvait garder quelque chose dans son inventaire, même si c'était pas dans ton entrepôt, tu sais. C'est comme toutes des façons de voir les choses, la créativité que cet homme-là avait. Ouais. Ça valait de l'or. Puis je dirais que c'est pas mal grâce à lui que j'ai pu partir. Tu sais, il y a plein de gens qui m'ont aidé, qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont travaillé fort, mais le grand Manitou de tout ça, tu sais, qui tirait sur des ficelles, qui me disait pas tout pour pas me stresser, qui me réveillait à 5 heures du matin pour que j'aille faire du jogging, même s'il pleuvait puis qu'il faisait moins 10, tu sais, ou qu'il faisait 0, je sais pas trop. Tu sais, c'était Hermel, là. C'était vraiment lui qui me drivait, puis je dirais qu'il y a eu plein de membres, là, dans l'équipe au sol qui m'ont vraiment motivée, mais, tu sais, dans l'ensemble, là, c'est vraiment l'équipe au sol. Tu sais, l'équipe au sol, ces gens-là qui ont été bénévoles dans mon organisation, dans toute cette... Oh, pardon, je fais du bruit avec mon micro. Excusez. Ouais. Idéalement, tu ne touches pas, ça va être parfait. Oui, je touche plus. C'est ça, désolé. Non, mais des fois, c'est des tics, on s'en rend pas compte, mais quand tu vas éructer, tu vas dire, c'est quoi ce bruit-là tout le temps? Ben, des fois, on bouge, mais c'est un détail. Mais dis-moi, je me posais la question, puis je me dis, je vais y poser telle qu'elle me vient en tête. Est-ce que la plus grande crainte avant de partir, c'était de ne pas partir? Ah, tellement. Non, c'était juste Combien de temps que ça a duré, ça, Mylène? 4 ans. 4 ans, 5 ans même. Tu étais aussi longtemps à se dire, tu travaillais pour ça, mais tu disais, je suis pas sûr que ça va se faire, dans le fond? 5 ans de temps. Ça n'a pas de sens. Es-tu surprise d'avoir été aussi résiliente, aussi patiente? Ah oui, puis je pense que j'aurais pas été aussi patiente après mes 40 ans. Là. On dirait qu'après 40, tu deviens moins patiente. Une certaine naïveté de la jeunesse, entre guillemets? Ah, je pense. Moi, je pense que c'est ce que je disais justement cette semaine à quelqu'un. Je disais, l'année à laquelle ça s'est produit, 2013, là, si on revient juste 13-14 ans en arrière, là, 2012, c'était la grève étudiante, la crise étudiante, la ministre Beauchamp démissionnait en plein été.
sais, vous rappelez là, l'ère du temps, les casseroles, tout ça. L'année suivante, 2014, ça aurait été grotesque que je parte parce qu'en 2014, c'était sur toutes les lèvres les migrants qui tentaient de fuir leur pays d'origine en traversant la Dans des bateaux de Méditerranée. fortune. Ben oui, exactement. Oui. Qu'est-ce qu'on aurait... Ça aurait été ridicule qu'on me parle. Qu'est-ce qui se passe avec Milan sur l'Atlantique? Ah, en passant, on a eu 150 migrants décédés aujourd'hui. Non, je comprends. Ça aurait été... C'est comme si la vie m'avait emmené cette année-là où il y avait comme une morosité. Tu sais, c'était l'année où est-ce que... L'année de la charte, c'était Pauline Marois qui était première ministre. Il y avait Denis Coderre qui venait d'être élu. Pardon. Tu sais, c'est ces années-là là, où est-ce que il y avait une certaine morosité là, dans l'atmosphère et tout, puis peut-être que moi, j'arrivais comme un petit rayon de soleil dans les oreilles des gens avec toutes mes entrevues avec les médias là, durant ces périodes-là où on reste pris dans le trafic. Parce qu'on disait à traverser en chaloupe, quand tu vois la chaloupe, c'est un petit peu plus gros, mais moi, je me demande, est-ce que ça a été construit pour toi ou ça existe ce genre d'embarcation-là, Mylène? Ben en fait, il y a une course anglaise avant. La course s'appelait la Woodvale Challenge et Woodvale, ça a été une série de bateaux. Donc moi, j'avais une troisième génération de bateaux. Les premiers étaient un peu moins efficaces sur l'autoredressement du bateau. Donc, en ayant créé une course anglaise qui partait, si je me souviens bien, des îles Canaries jusqu'à Antigua dans les Caraïbes. Donc, à toutes les 2 ans ou 4 ans, là, si je me souviens bien, il y avait une centaine là, d'Anglais, d'Irlandais, un peu d'Européens qui participaient à cette course-là. Mais là, on est dans l'Atlantique Sud. Donc, s'il y a des gens là, qui sont déjà allés à Antigua, dans les Caraïbes, là, ben, il y a des cimetières de bateaux à rame océanique là-bas. Parce que les aventuriers n'ont plus d'argent après leur aventure pour ramener le bateau en Écosse ou en Irlande, en Angleterre. Fait que moi, c'est pas rare là, que je reçois des photos de tout ça parce que les gens, on est en Antigua puis on voit un bateau comme le tien. Regarde, il y en a plein ici. Tu sais. Donc, les gens, c'est assez reconnu comme endroit là-bas pour être un cimetière de bateaux à rame. Donc, ça existe. Mais une fois que le bateau est à Antigua, ben là, ils mettent à vendre et on peut se déplacer à Antigua, aller en voir plusieurs. Mais après, faut le ramener. Considérer le fait, faut le ramener, mais il faut considérer le fait que ben il est là depuis 1 an ou 2 au soleil. Puis il y a peut-être de l'eau qui a coulé dedans, il a peut-être pas bien été entretenu, tu sais. Donc c'est pour ça que je suis pas allée là magasiner mon bateau. Donc moi je l'avais magasiné beaucoup à l'époque. Pour la petite histoire, ma sœur avait des amis qui étaient chez Air Canada comme agent de bord. Puis les deux m'avaient mis sur leur passe. Donc je voyageais, je travaillais à Sainte-Justine 7 nuits de suite et j'avais 7 nuits de congé. Et là, durant mon 7 de congé, ben je me rendais à l'aéroport, j'appelais mes amis, puis je disais, OK, est-ce que peux-tu m'embarquer sur un vol? Il faut que j'aille visiter des bateaux. Fait que là, ils me disaient, OK, ça me coûtait la taxe. 75$ et je m'envolais en Angleterre. Je restais 5-6 jours et je revenais. J'avais le temps d'essayer 2-3 bateaux. Fait que j'ai fait ça au moins 5 fois. J'étais allée en Irlande, en France, en Angleterre. Je me suis fait des amis. Je me quêtais des sofas pour dormir sur des sofas. J'aurais pas pu faire ça à 40-45 ans. J'ai fait ça, tu sais, comme ça, le temps, c'était parfait. À ce moment-là, c'était parfait. C'est ça. Fait que je m'envole là-dedans là, parce qu'on a parlé de l'âge que j'avais, mais tu sais, j'ai commencé à rêvasser à ça. J'avais 27. J'ai vraiment mis de l'énergie là-dedans le soir, le lendemain de mon 30e anniversaire. Et ça m'a pris 5 ans et des poussières, là, 5 ans et 3 semaines là, pour réussir. T'sais. Fait que j'avais l'énergie de la jeunesse, j'avais la naïveté, j'avais aussi le sentiment d'urgence. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas toi, t'étais où dans ta vingtaine, mais tu sais, dans notre vingtaine, on voit nos collègues, nos amis d'école qui, OK, elle a là sa maîtrise. Ah, ouais, lui, il a un bac. Ouais, moi, elle a déjà 2 enfants. Moi, il y a ça aussi. Il y a plein de choses, oui. Ah, ouais. Elle a une maison déjà, Colin. Moi, j'ai 3 colocs, puis ça me coûte 300$ par mois, puis je suis morte de rire, mais j'ai pas une scène, puis je suis comme, OK, tu sais, puis là, on se sent en urgence de vivre un peu. Tu sais, on se sent que, moi, je suis en bas de l'échelle, je prépose aux bénéficiaires, je travaille avec des surspécialistes, puis des infirmières bachelières, puis fait que je me sentais un peu en bas de l'échelle, puis je sentais que j'avais autre chose à offrir que ce que je faisais au quotidien à Sainte-Justine. Je sentais que j'avais plus de potentiel, puis aussi, j'avais assisté beaucoup d'adolescents qui faisaient le deuil de leur propre avenir parce que j'ai travaillé en hémato-oncologie. Fait que
beaucoup écouté de parents puis d'adolescents qui me disaient des choses vraiment poignantes. Puis j'avais une certaine... j'avais comme un devoir, on dirait, une urgence peut-être de vivre aussi? Oui, une urgence à vivre, puis de me dire, hey, moi, ça pourrait m'arriver n'importe quand, là, oui. faut que je fonce, je peux pas rester dans les murs de cet hôpital-là. Quand toute cette jeunesse-là rêve d'en sortir, moi, je suis ici parce que ça j'ai pas trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont mis la table à ça. Je comprends. Ouais. Est-ce que tu peux, là j'arrive à quelque chose de plus premier niveau, mais une journée type en mer, là, juste, on peut pas tout raconter, mais juste savoir quand tu arrives en mer, quand tu es installé, comment ça se passe, une journée? Une journée type qui fait beau, puis après, je vais te donner une journée type. OK, parfait. Allons-y. Commençons par le beau temps. Il fait beau, il y a des petits oiseaux peut-être. Il fait beau, ouais, il y a des petits oiseaux, il y a des dauphins. Bon, je fais mon déjeuner, je me lève tôt. Puis tôt, c'est quoi? Ben, tu sais, au moins, là, 4-5 heures, déjà, je check où je suis, puis c'est ma dérive a fait quoi, puis je dérive dans quelle direction. Mais 6 heures, il faut que je sois assise aux avirons. Entre 6 et 7. Des fois, je niaise, là, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, puis il y a des affaires. Puis tu veux lire ou tu veux... De mon équipe, puis là, ouais. Puis il y a les fuseaux horaires que je gère aussi, parce que moi, je suis en heure universelle, mais mon routeur est à Lyon. Puis une partie de mon équipe qui est à, c'est le même fuseau horaire en Floride puis au Québec. Fait que, tu sais, il y en a qui dorment, mais il y en a en Europe qui dorment pas. C'est assez techno ton affaire quand même, là. Quand même, tu sais. C'est pas juste une boussole, toi, là. T'as un peu d'équipement, là. Oui, j'ai pas mal d'équipement, puis aussi, je dois valider que la météo qui est autour de moi, c'est celle qu'on m'a annoncée par texto. Tu sais, mon routeur météo qui m'a envoyé la météo, je regarde, je fais ma météo, OK, ouais, c'est pas mal ça qu'il m'a dit. Tu sais, un vent de sud-sud-est à 17 nœuds avec des vagues, je dis n'importe quoi, de 1,5 mètres, distancié d'à peu près 5 secondes, OK, je peux ramer là-dedans, tu sais. Fait que là, je vais m'installer, puis je me faisais toujours un devoir de ramer 4 heures et 1 minute. J'essayais de pas déroger de ça parce que c'est trop facile de dire « Oh, 3h45, c'est correct, tu sais. Oh, 3h50. » Puis là, tu diminues. Puis là, 3h30. Puis là, à un moment donné, tu te fais des chiffres de 3 heures. Fait que je m'étais dit 4 heures, 1 minute. Et après ça, c'est la pause dîner qu'il faut pas qui dure plus qu'1 heure et demie. Parce que là, il faut que tu nettoies le bateau, tu sais, y a-tu des réparations à faire, des textos qui rentrent, t'as-tu pensé faire ça avec ton antenne, t'as-tu fait ce que je t'ai dit, combien d'eau, peux-tu me donner le chiffre qu'il y a là sur les batteries, t'en as combien dans tes batteries, puis il y a tout le temps quelqu'un qui a une question. Et on a une demande d'entrevue, on a ci, on a ça, t'as pas envoyé ton blog à West France, ils t'attendent, t'as pas envoyé de photos là après. Fait que t'as beaucoup de gestion admin, ça a l'air bizarre, mais non, je comprends. Administrative, il y a un commanditaire qui veut te parler. Ah ben là, il faut dire oui, OK, même si c'est pas un immense commanditaire, il faut y aller. Faut ils ont payé pour ça, fait qu'il faut qu'on leur parle. Puis après ça, je m'installais pour un autre bloc de 4 heures. Et là, ça n'a pas l'air beaucoup, mais 8 heures de rame par jour, c'est beaucoup. S'il faisait vraiment beau et que la nuit, tu sais, faire beau la nuit, c'est qu'on voit les étoiles puis que les vagues sont pas trop impressionnantes. Donc, je pouvais faire des 12, des 16 heures. J'ai fait 18 heures. Une fois, je l'ai pas refait, mon 18 heures. Mais, tu sais, si on a des conditions idéales, là, avec des vagues plus petites que 2 mètres, avec une bonne distance entre chaque vague, on peut se permettre de surfer puis d'avancer. Donc, là, ça veut dire que tu étais très en forme, Mylène, à ce moment-là, très en forme. Tu es partie en forme, là. Ben, je suis partie, je pense que j'étais bien fatiguée quand je suis partie. Je me suis pas entraînée dans les 3 mois avant le départ parce que c'était trop. Il y avait trop d'affaires. D'autres choses à faire. Ben, je comprends. Oui. Puis dans les 2 premières semaines, là, je me suis mis en forme. Là. OK. Ouais. Évidemment, à force de ramer, tout ça. Mais dis-moi, tu as parlé du fait qu'il peut faire beau puis il peut moins faire beau. Les conditions météo les plus difficiles que tu as rencontrées, mais juste avant, en pourcentage, mettons, juste pour qu'on se fasse une tête, mettons 100% de ta traversée, là, toute la distance au complet qui est de 5000 km. Sur 5000 km, des conditions vraiment mauvaises, c'est-tu 20% du temps, 10%, 5, 40? J'essaie de... À peu près. 40. Là. 40. OK, 40. Un petit peu plus de beau temps sur l'ensemble, mais puis mauvais temps, ça peut être des grosses vagues, pas juste des orages de fou, là, j'imagine. Ben, tu sais, mauvais temps, là, tu sais, en tout, là, on parle de 29 systèmes dépressionnaires. Là, si on allait sur l'échelle de Beaufort, là, tu sais, l'échelle de Beaufort, c'est à peu près 12 conditions différentes qui nous permettent d'établir un peu, puis de parler de comment la mer est. Okay. Tu sais, c'est le colonel de Beaufort, là, si je me souviens bien, qui avait comme déterminé cette échelle-là. Fait que tu peux avoir un grand coup de vent. C'est pas une tempête, mais c'est un coup de vent. Et puis c'est pas juste un coup de vent, c'est qu'il va y avoir du vent à, je dis n'importe quoi, peut-être 20 nœuds. Tu sais, 20 nœuds, c'est 40 km/h. Grosso modo, là, s'il faut faire fois 1,8, là, mais on va y aller fois 2 pour arrondir. Fait que... Et tu peux-tu ramer, mettons, quand tu te fais brasser à 40 km/h, tu rames pas?
Non, 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 parce que... Déjà, tu te déplaces, là. Ben, c'est ça, tu te déplaces, puis c'est drôle, là, de le dire de même, mais il y a 3 journées différentes où Hermel, il m'appelle, puis il me dit ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Je dis, ben, tu sais, je rame, puis il dit, arrête donc un petit peu, arrête un petit peu. Puis là, je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est parce que tu ralentis le bateau quand tu rames. Fait que je ralentissais le bateau. Fait que là, il me disait, C'est donc peux-tu bon. arrêter de ramer? Parce que là, les conditions, là, je pense que c'était comme 19 nœuds, là, tu sais, quelque chose là, que tu es supposé d'arrêter, mais tu as du fun, fait que tu continues. Fait que lui, il me checkait, il y avait rien que ça à faire. Là. Il me checkait sur son écran, puis il était là. Tu sais, quand je dis il me regardait, s'il n'y avait pas de caméra, mais on avait un logiciel qui nous permettait... Des petits picots qui avancent, ça, c'est ça? Des petits picots qui avancent, oui, puis à chaque picot, mon équipe avait exactement la vitesse que je faisais. Je comprends. Puis là, Hermel, il me disait, depuis que tu me parles, le bateau, il avance mieux. Mais tu sais, c'est une période de 6 heures, cette journée-là, où est-ce que je ralentissais le bateau. Puis c'est pas fou parce que quand on plante la rame à l'eau, on la plante à 90 degrés par rapport à la surface de l'eau. Puis ben, des fois, quand l'eau avance très vite, l'eau, elle tasse notre rame. Fait que ça veut dire qu'on la ralentit, cette progression-là. Ça fait vraiment une friction. Puis notre coup, essentiellement, dans ces 3 périodes-là où c'est arrivé, mon coup de rame gênait l'embarcation parce que ça cassait un peu le dynamisme que mon bateau avait. Fait que je peux te dire qu'il y a 3 jours, je me suis littéralement laissé aller puis j'ai pas ramé. Puis je me rappelle, ce soir-là, j'avais des félicitations parce que le reste de l'équipe ne le savait pas. Je disais, oh oui, je suis vraiment fatiguée. J'ai fait du ménage toute la journée. Mais dis-moi, c'est drôle parce que tu parles de ça. Je suis en train de me demander, est-ce que par moment, dans des conditions de brasse camarade, tu pouvais ressentir un plaisir? Ah, quand ça brassait, oui? Quand même, parce que, tu sais, faut se mettre en tête que moi, j'ai toujours trouvé ça beau. Moi, je suis de celle, il pleut dehors, hey, on s'en va voir ça. Tu sais, on sort dehors puis on regarde les éclairs. Tu sais, je suis comme ça. Ouais. Fait que c'est sûr que quand ça brassait énormément, c'était trillant, tu sais, c'était comme grisant un peu, là. Comme une grosse tempête de neige quand t'es en dedans avec ton chocolat chaud, tu regardes dehors, tu sais, il y a du monde qui va rester pris, tu sais. C'est beau, là, une grosse tempête. Moi, ça me fait toujours de la peine en ce moment-ci. Là, on enregistre, on est au mois de mars. Puis là, je réalise depuis 10 jours qu'il n'y aura plus de tempête de neige. Mm-hmm. Puis là, j'ai un deuil à faire. Tu sais, là, c'est le festival là, des pieds mouillés, puis tout fond, puis on risque de glisser. Moi, la neige, les tempêtes, là, puis les conditions difficiles, j'ai tout le temps aimé ça. Mais tout le temps. On était en camping avec mes parents, quand puis on était pognés pour jouer au remis puis aux cartes en dedans de la tente, à couper sur une petite table. Là. J'aimais ça, être dans la nature avec les éléments. Fait que moi, j'ai trippé, là, j'ai bien été servi. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu des chavirages vraiment virés bout pour bout? Là, tu vires à l'envers, puis des vagues de 12 mètres par mois. Je parle de conditions difficiles. Oui, tantôt, oui, puis tu me demandais mon horaire typique, là, puis j'ai pas fini avec mon horaire atypique. Mais si on parle de tempête, justement, l'horaire atypique, là, ben, qui était quasiment devenu typique parce que ça brassait tout le temps. Mais, tu sais, 40% du temps, on a eu comme 29 systèmes dépressionnaires. Là, je te parlais de l'échelle de Beaufort, mais après, tu peux quand même ramer dans un petit système dépressionnaire. Tu sais, si tu as de la vague de 2,5 mètres, ça marche, tu sais. Faut juste pas qu'elle soit rapprochée, puis il faut qu'elle soit dans la bonne direction, puis dans une direction régulière. Faut pas qu'il y ait 2 fronts qui aient passé, puis qu'on ait des vagues un peu pyramidales, avec 2 patrons de vagues là, qui vont se frapper entre elles. Fait qu'il y a des conditions difficiles dans lesquelles je ramais, puis il y a des conditions difficiles que c'était bien trop dangereux. Tu sais, une vague de 4 mètres, rapprochée l'une de l'autre, était plus impressionnante qu'une vague de 10 mètres, qui était très éloignée l'une de l'autre. Okay. Fait que j'aurais pu ramer dans une vague de 10 mètres, sauf que ça sert pas à grand-chose parce que tu recules, t'avances. Il faut comme imaginer qu'il y a un ressac à ces grosses vagues-là. Là. Donc, une journée vraiment où ça brassait beaucoup. Tu sais, j'ai eu 9 tempêtes. Là, c'était des grosses conditions dans lesquelles il y avait potentiel de chavirage. Puis j'ai eu 2 ouragans. Donc là, on parle vraiment là, les vents annoncés au départ. Là, sur la position où j'étais, c'était 83 nœuds. Ben voyons. Mais c'est pas ce que j'ai eu. Ouais, c'est pas ce que j'ai eu. J'ai eu 65 nœuds au maximum. Fait que, tu sais, si je fais le calcul, là, 83 nœuds fois 1,8, là, c'est 150 km/h. Ouais. Et tu peux pas non plus dire je vais aller me cacher derrière un arbre, là. Non. Non, mais on t'entend pour dire qu'est-ce que tu fais? C'est dit ça. Mais tu dis j'ai eu juste 60 nœuds. 60 nœuds, c'est quand même 100 km/h. Oui, 60 nœuds, c'est 100 km/h. Puis on annonçait 64 à peu près dans cette période-là. C'était l'ouragan Umberto. Puis je pense que j'ai eu un peu moins, mais les vagues résiduelles de l'ouragan, c'est là que, tu
sais, on se dit, OK, fait que les vagues les plus hautes, c'est celles qui sont présentes parce que la mer a été labourée, tu sais, qui a vraiment été travaillée pendant 3 jours. Fait que ça va être les vagues qui vont s'établir après que le vent tu sais, qui se soit un peu dessus. Fait que là, le vent a passé, les vagues sont là, il n'y a plus rien qui les gêne, sont très hautes, il y a des moutons blancs sur le dessus des vagues, mais là, je peux sortir dehors parce qu'elles sont pas à pic, ces vagues-là, elles sont très espacées. Et ça, c'est un des plus beaux moments après la tempête Umberto. C'est impressionnant. Où j'étais debout dans le bateau, puis j'étais à l'extérieur, puis je regardais ces masses, c'est des monuments, c'est des bâtiments qui avancent vers moi. Puis ça reste quand même stable parce que ce sont de longues vagues, tu sais. Mais c'était tellement beau. Donc, ces conditions-là, ben, c'est pas vraiment possible de ramer. Là. Non, mais tu te laisses aller. Mais juste pour, je pense, on ne l'a pas dit, la longueur de ton bateau, c'est quoi? 7,31 mètres, puis 2,8 mètres à peu près de large. Fait que, tu sais, c'est 2 mètres, là, grosso modo, de large à l'endroit où je ramais. OK. Donc, c'est avec ça que tu... Dis-moi, ça a pris 129 jours, je pense, à traverser, hein, Mylène? Oui, c'est ça. Est-ce qu'au départ, on avait évalué le nombre de jours probable? Est-ce qu'on est arrivé proche si ça avait été fait? Ben, moi, j'avais évalué avec toutes les statistiques existantes, tout ce que j'avais lu, équipe, mon routeur, mon équipe. Moi, j'avais évalué une centaine de jours. Je me disais, peut-être que je pourrais le faire en 90, mais faut pas être fou parce que moi, j'avais emmené beaucoup de matériel. Moi, j'avais pas l'objectif de faire un record du monde. J'avais pas l'objectif d'être la plus rapide. Je m'en foutais là, d'avoir un record Guinness ou pas. Je voulais juste traverser, tu sais. Fait que j'avais l'éolienne. Il y a plein de rameurs océaniques qui me suivaient puis qui disaient, qu'est-ce qu'elle fait là qu'une éolienne? Elle n'a pas besoin de ça. Ça va pogner dans le vent, ça va l'empêcher de ramer. Tu sais, non, ça me dérangeait pas. Puis mon bateau était quand même, à la base, c'est un bateau conçu pour 2 personnes, puis moi, je suis partie seule. Fait que déjà, il est un peu plus volumineux qu'un bateau pour une personne seule, mais il était solide. Il avait fait juste une traversée. Puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est une 3e génération. Il a été révisé, ce plan-là. C'est Phil Morrison, le constructeur, pas le constructeur, mais l'architecte naval. Fait que, tu sais, c'est un architecte naval reconnu de confiance et tout ça. Fait que j'avais vraiment confiance en mon bateau. Ça vaut quoi un bateau de même, grosso? Je l'avais acheté 45 000. C'était-tu un deal à l'époque? Non, c'était pas un deal. Non, puis le seul deal que j'avais, c'est parce que j'avais plusieurs bateaux en vue. Okay. Et un de mes critères, ben, le premier critère, c'est ça, c'est la sécurité. Puis, tu sais, est-ce que ce bateau-là a été malmené? A-tu fait beaucoup de tempêtes? Tu veux savoir, l'infrastructure du bateau, est-tu nette? Est-tu correct? Puis, il a chaviré, il a pas chaviré? Est-ce qu'on a fait des tests avec et tout? Mais un de mes critères, c'était, est-ce que le vendeur veut et me permettra de partir avec le bateau sans que je le paye entièrement. Okay. Parce que j'ai besoin du bateau pour aller dans des salons, pour le montrer à des commanditaires potentiels. Puis c'est ça qui va me permettre de l'acheter, le bateau. Fait que j'ai négocié avec David Brooks. C'est un jeune, il avait 22 ans. C'est ses parents qui ont négocié avec moi. J'étais allée dormir chez eux, ils m'ont invité, l'hospitalité, puis ils m'ont dit, gars, part avec le bateau, donne-nous 5 000 pounds, puis paye 5 000 pounds par 6 mois, mettons, pendant le reste. C'est gentil. Je pense que c'était vraiment gentil. Puis finalement, ça a pris beaucoup plus de temps pour le payer que c'est prévu au départ. Mais tu sais, ils m'ont suivi, ils m'ont encouragé, puis ça a été des gens exceptionnels pour moi. Là. Je me rappelle, tu sais, ils me disaient, on serait honoré que notre bateau fasse l'Atlantique Nord. Nous, on ferait jamais ça, l'Atlantique Nord. Fait que part avec. Mais question de néophyte, s'il vire à l'envers, il y a une ouverture, mais est-ce que l'ouverture peut être fermée? Comment ça marche? Parce que quand on va au camp de pêche et on vire à l'envers, on s'organise pour lever la chaloupe, mais là, on comprend que c'est pas pareil, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour la comparaison d'un bateau de pêche normal, ben il n'y a pas d'habitacle toujours, tu sais. Fait qu'il faut comme imaginer un bateau sur lequel il y a 2 capsules. Tu sais, il y a un habitacle avant puis un habitacle arrière. Et ça, ben c'est muni... L'habitacle avant, là, c'est juste pour ranger du matériel. Fait qu'on va pas se coucher là-dedans ou se faire un lunch, là, ça sert à rien. Mais l'habitacle arrière, c'est plus spacieux. Il y a des matelas, il y a des fenêtres, des espèces de hatches qui vont se fermer de façon étanche. Puis il y a aussi 2 trappes de ventilation. Fait qu'il y en a une qui va expulser l'air vicié, tu sais, le CO2 qu'on crée. Puis il y en a une qui va faire pénétrer de l'air à l'intérieur. Puis il y a des antennes, il y a toutes sortes de choses, il y a des poignées pour maintenir au plafond, c'est capitonné pour pas que j'aille froid aussi, c'est isolé. Puis c'est quand même confortable. Il y a un désalinisateur d'eau sous ma couchette, donc il est bien, tu sais, collé en dessous de la couchette. Il y a une trappe que j'ouvre, que je vais l'ouvrir, le faire fonctionner.
Puis à part de ça, ben j'ai un panneau électrique avec toutes mes composantes, qu'est-ce que je dois utiliser, quand, qu'est-ce que je ferme, qu'est-ce que j'ouvre pour économiser mes batteries. Donc tout ça, là, c'est dans l'habitacle principal. Ouais. Si ça vire, peux-tu le remonter à bras ou Ah, faut exact, pas... oui, pour ta question, OK. ça se fait tout seul parce que Ça faut se fait... OK, je comprends, il y a un système. Ouais. OK, Ben, en fait, c'est la gravité qui par va faire la gravité, job. par gravité, OK, Ouais, c'est par pensé. gravité, Parce que exactement. c'est impossible que toi, à bras, tu peux se revirer ça de bord, là, on comprend. Ben, je sais qu'il y en a qui ont chaviré pendant qu'ils étaient dehors, qui faisaient une manœuvre, ils étaient pas supposés être dehors, puis ont chaviré. Puis c'est des modèles de bateaux similaires. C'est sûr que, tu sais, tu as des pompes. Donc, des pompes au plancher, des pompes au plafond. Donc, les pompes vont s'actionner si l'eau est là. Donc, si jamais tu es à l'extérieur, ben là, il y a une manœuvre. Il faut fermer la portière, s'assurer que la pompe fonctionne, attendre à côté du bateau. Puis là, quand l'eau se vide, là, le bateau va devenir encore plus facile à tourner. Oui, puis tu sais, il y a une jeune là, du nom d'Annabelle Guy qui a fait Sherbrooke jusqu'aux îles de la Madeleine dans un bateau similaire. Bon, Sherbrooke en vélo, après ça, elle a fait un long passage à pied. C'est il y a 2 ans, j'étais sa mentor. Puis le dernier petit bout, là, c'était entre le parc Forion puis les îles de la Madeleine à la rame. Puis elle n'a pas réussi à franchir toute la distance à la rame. Elle a chaviré au moins 2 fois dans le golfe. Puis la 2e fois, le bateau revenait pas. Donc, ça dépend du rangement. Moi, je suis partie 4 mois, fait que je suis partie avec beaucoup de poids. Tandis qu'elle partait pour 10 jours, fait qu'elle avait peut-être pas autant de matériel qui l'aurait permis de faire office de poids là, pour permettre au bateau de revenir. Pendant ta traversée, Mylène, est-ce que tu as craint à un moment donné d'aplomb, là, quasiment pour ta vie, en disant « Wow, attends un peu, là. » Ben, tu sais, les moments où j'ai craint, là, tu sais, pour ma vie, je pense qu'ils sont tellement arrivés rapidement que je l'ai réalisé après. Après, OK. Ça se peut, ça se peut. Tu sais, t'as un peu, là, j'ai-tu juste de faillir mourir, là? Puis, tu sais, ouais, je pense que j'aurais pu mourir. Tu sais, tu le réalises après, je pense, ouais. Mais dis-moi, la question plus précise là-dessus. Le plus grand danger, c'est-tu de tomber à l'eau ou de se péter la tête? On a dû t'indiquer ça. Faut t'éviter, mettons, X, Y, Z de choses. Ben, c'est sûr que c'est de se blesser puis être là longtemps. Je comprends. Tu sais, quand t'es là longtemps, t'as une blessure, je dis n'importe quoi, tu t'es coupé, ça a l'air bénin, ou tu t'es brûlé avec de l'eau bouillante, ça a l'air bénin, mais là, il y a une cloche, puis là, c'est rouge, puis là, ça commence à être rouge autour, puis là, je vais désinfecter, puis là, après 2 semaines, non, j'ai de la fièvre, puis là, ça me fait mal, puis j'ai mal jusque dans le bras, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça qui ont empêché des gens de réussir, tu sais, c'est des infections mineures, une petite coupure, une éraflure. T'avais-tu un rapport à quelqu'un qui est médecin qui pouvait dire, OK, tout va bien? Oui, à distance, oui. J'avais Christian et Sylvain, là, 2 médecins qui m'ont aidé durant toute la traversée. Fait qu'il y en avait un qui travaillait de nuit, fait qu'il pouvait répondre à mes questions de nuit. Puis Christiane était à Montréal, donc elle pouvait vraiment m'aider à distance. C'est rassurant quand même, ça. Dis-moi, c'était quoi, Mylène, ta plus grande source de motivation en mer? Ben, tu sais, offrir une fenêtre pour que les gens puissent mieux connaître l'océan, parce qu'on a beaucoup de préjugés par rapport à l'océan. Tu sais, c'est exempt de vie, c'est un désert. Tu sais, le plastique, c'est pas vraiment important. Oui, il paraît qu'il y a du plastique, mais c'est loin de nous. Tu sais, fait que tu sais, offrir une vitrine puis démontrer que, tu sais, l'océan, c'est aussi nous. Ça, c'était une de mes motivations. J'ai fait de la recherche en acoustique appliquée. Tu sais, j'ai fait de la capture sonore là, acoustique pour l'ISMER puis l'UQAR. Tu sais, pour... tu sais, j'avais un blog éducatif en environnement par rapport à l'océan. Il y a plein d'océanographes étudiants là, tu sais, qui me fournissaient des blogs, puis on diffusait ça partout sur les médias sociaux. Fait que ça, c'était une motivation, mais aussi, tu sais, l'expérience elle-même, puis la partager. Tu sais, j'aurais trouvé ça bien plate de ne pas la partager pendant l'aventure. Ouais. On a eu la chance de te parler pendant l'aventure, je me rappelle, même si la communication était... Il y avait quelque chose de tout à fait excitant, puis en même temps singulier. Tu sais, c'est pas une affaire qu'on voit tous les jours. Puis tout le monde se disait, voyons, dans le chaloupe. Il y avait quelque chose d'immense. Quand tu sais pas trop de quoi tu parles, c'est à la base, même quand tu sais de quoi tu parles, c'est impressionnant, mais imagine-toi quand tu ne sais pas, tu vois ça comme quelque chose d'un peu fou. Moi, je me demandais, ça l'est un peu fou, parce que c'est pas régulier là, quand même, mais comment tu as géré la solitude? Parce que tu dis c'est fait pour 2, mais tu étais pas mal tout seul. Alors, regarde, je pense que tu vas me dire je parlais à du monde à tous les jours, 5 fois par jour, c'était pas si mal. Mais... C'est ça, je parlais tellement du monde
je me suis pas bien senti ça. La seule fois, là, c'est qu'il y a eu une petite ambiguïté avec l'équipe au sol. J'avais l'impression qu'ils me cachaient de l'information, ils voulaient me protéger de quelqu'un qui était un peu plus en externe, qui m'avait énervé, tu sais. Ouais. Fait que cette fois-là, j'avais senti qu'on n'était pas tous dans le même bateau, puis là, je m'étais sentie tout seul. Mais, tu sais, ça s'est réglé en 24 heures, puis il y avait plus d'ambiguïté, là, mais c'est ce vendredi-là, dans mon livre, je dis que c'est mon vendredi noir, là, l'espèce de moment où il y a quelqu'un qui a semé un doute, là, tu sais, puis... mais à part ça, il y a pas... Puis je me suis pas ennuyée. Moi, j'avais prévu des affaires au cas où je m'ennuie. Tu sais, des films sur mon ordinateur portable. Des objets fétiches ou des choses que tu as amenées pour des fois, là? Ben, tu sais, un livre, un autre livre, tu sais, comme des souvenirs, des messages de mes proches. Puis, tu sais, je les lisais, j'étais contente des livres, des avoir, mais j'en aurais pas eu besoin, quasiment. C'est quoi tes petites victoires au jour le jour, là, qui t'encourageaient? Ah, c'était les avancées. C'était vraiment comme... OK, on avance. OK. Ouais, tu sais, combien de milles je vais faire? Ah ouais, OK, tu sais, c'est le fun de se demander combien de milles on va faire, là, c'est une motivation, mais mes petites victoires, c'était de passer sur le waypoint que mon routeur m'avait donné. Tu sais, à un moment donné, le point de passage, il me disait telle longitude, telle latitude, va-t'en vers telle coordonnée. Okay. Puis là, ben, après ça, il m'en donnait un nouveau. Je dis, ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends que je passe dessus. Tu veux pas que je passe dessus, toi? Non, mais je vais le repousser encore, tu sais. Non, Michel, tu me laisses passer dessus, là. Moi, là, je m'enligne sur ce point-là, là. Fait que j'avais comme le plaisir de dire, aïe, tu sais, j'y suis arrivée, là. Ça a l'air de rien, t'es au milieu de la mer, puis tu penses que t'es sur un point précis, mais, tu sais, ça se ressemble pas tout le temps, là. Les paysages sont différents, mais, tu te fais comme un point d'honneur de passer sur ces petits waypoints-là. Ouais. Est-ce que tu as été surprise, mais vraiment surprise par la faune marine par moment? Ah oui, quand même, parce qu'il y en avait énormément. Mais raconte des aventures. Il doit y avoir des choses étonnantes qui sont arrivées que tu ne pouvais pas prévoir, mettons. Ben, tu sais, par exemple, j'ai vu 3 requins, j'ai vu des baleines. Les requins, moi, ça me tente moins. On dirait que tu n'avais pas peur? Ben non, il était quand même assez distant puis inintéressé. Il était gentil. Il avait l'air smart. Mais tu sais, de quoi de particulier, c'est que les dauphins étaient un peu snob avec moi. Ah bon? On dirait qu'ils venaient me voir, puis ils faisaient pas comme, tu sais, la navette spatiale, là, tu sais, qui atterrit il y a quelques jours, là, les dauphins sont allés tout autour, oui, c'est ça? Ben oui. Moi, ils venaient autour de moi comme ça, mais là, ils plongeaient dans mon étrave, puis là, ils partaient, là, ils revenaient, puis là, ils me criaient après, tu sais, qu'est-ce que tu fais, avance. Mais eux font ça avec des bateaux moteurs, puis des bateaux à voile plongés dans l'étrave sur des longues distances. Et là, moi, j'avance pas vite, là, mon grand, là, tu vas être déçu. Fait que quand ils arrivaient, c'était toujours super rapide, puis ça criait, puis tu sais, j'avais même pas le temps de sortir mon Kodak, sors les rames, là, il va se cogner, puis vite, faut que je fasse ça, puis il partait. Tu sais, fait qu'il venait, puis il repartait rapidement. Tandis que les globicéphales, là, je pense que tu vas voir un peu c'est quoi, c'est une espèce de beluga noir, mais beaucoup plus gros, avec une grosse nageoire dorsale. Oui. Ça a comme une grosse bosse, là, sur la tête. Et ça, là, c'est tellement beau, puis c'est tellement gracieux, intelligent. Au début, là, tu sais, je voyais sur le même territoire, le même troupeau constamment, puis au début, il m'accueillait moins bien. Il venait me voir, il m'arrosait, il me provoquait. OK, t'es qui, toi? 2-3 jours. Ouais, t'es qui, toi? T'es-tu dangereux? C'était comme des espèces de flaireux là, qui venaient là, pour voir si la gang était correcte. Puis après 3-4 jours, là, tu sais, là, je les connaissais, je les voyais, puis là, je tapais sur le bateau, je les appelais, puis ils venaient me voir. Est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi longtemps? Tu sais, sur 10 jours, là, je voyais pas mal les mêmes individus. Okay, là. Je voyais pas mal les mêmes. Une séquence, là. Je ne suivais pas, mais j'étais sur leur territoire, je pense. OK. Ouais. Là, il faut que tu me parles de cette rencontre exceptionnelle d'un grand bateau de croisière. Moi, j'en ai reparlé. J'ai trouvé ça absolument... Il faut que tu nous racontes vraiment comme la genèse de cette rencontre avec ce bateau de croisière immensément connu. Ben oui, en fait, après la tempête Umberto, l'ouragan Umberto, j'ai cassé des pièces d'équipement, tu sais, des affaires un peu négligeables. Tu sais, une rame, j'en avais 8, fait que c'est correct. Tu sais, j'ai cassé des choses que je pouvais très bien vivre sans, mais malheureusement, j'ai brisé un téléphone satellite, une tablette et mon téléphone intelligent. Fait que il y avait moins de redondance. Fait que tu sais, j'avais plus de backup. Si mon dernier téléphone satellite lâche, ben mon équipe doit gérer ma mère, tu sais. Fait que puis tu sais, c'était pas juste la blague de gérer ma mère, mais c'était gérer les médias, comment ça, que tu sais là, est-ce que ça aurait déclenché des lignes ouvertes à la radio? Qu'est-ce que vous pensez du projet de Mylène? Faut-il aller la chercher? Ouais. Tu sais là, ça aurait été une affaire publique négative sur moi, tu sais. Fait que
Puis j'aurais inquiété les commanditaires. Est-ce que les commanditaires auraient eu besoin de répondre de leur... Ça mettait peut-être en péril ton aventure. Oui, tu sais, j'aurais pu continuer sans mon téléphone, mais je me donnais pas beaucoup de chance, tu sais. Fait qu'au début, mon équipe savait très bien que moi, je n'autoriserais aucun bateau de venir me voir. Moi, c'était clair, là. Il est hors de question que vous m'envoyiez de l'aide d'un autre bateau, là. Non, moi, je fais ça tout seul, puis tu sais, je vais Vous être me livrerez homologué. pas du Saint-Hubert en milieu de mer, je vais m'organiser. Exactement. Fait que je vais être correct, tu sais. Puis là, mon équipe disait comme, oui, mais Mylène, tu Quand sais, même. tu vas tu sais, tu géopardises ton affaire, là, tu sais, Ouais. tu sais, tu le mets en Danger. jeu, là, ta Ouais. traversée. Fait que là, ils m'ont préparé un coup. Ils ont fait des démarches pour savoir si je perdrais mon homologation. Donc, ils ont appelé la Ocean Rowing Society qui est basée à Londres. OK, c'est quoi les règles? Est-ce qu'elle peut recevoir un nouveau téléphone satellite? Puis, tu sais, ils ont eu une discussion avec eux. Il y a le comité qui a répondu à mon équipe pour dire non, elle n'est pas en détresse. Si elle était en détresse, puis on lui a envoyé un nouveau téléphone pour poursuivre, ben là, elle aurait eu de l'assistance. Mais là, elle n'est pas en détresse. Tu sais, on va lui offrir quelque chose pour être plus confortable jusqu'à la fin du parcours. Elle a encore un téléphone satellite. Fait que c'est correct. On va lui offrir une dérogation. Je pense que ça les aidait beaucoup, eux autres, parce qu'ils auraient eu à répondre aussi aux médias si jamais... Je pense que ça leur rendait un peu service. Puis... ils ont accepté ça, puis comment ça s'est passé? C'est qu'au départ, moi, je suis dans mon bateau, je sors d'Umberto, ça va quand même bien, je remets le bateau en ordre, puis mon téléphone sonne, et c'est la garde côtière française qui dit « Ouais, on a une demande d'assistance pour vous. » Je dis « Non, moi, j'ai pas d'assistance. » Puis j'ose leur dire « Moi, si vous approchez, là, ben, je vous lance des fusées de détresse, là, c'est pas mon bateau. » Tassez-vous! Tassez-vous, vous me touchez pas, emmenez-moi pas un sandwich 2 jours avant mon arrivée, là, je vais être disqualifiée. Fait que ils me disent non, madame, on a vraiment reçu un appel, là, une demande, puis ça a été autorisé. Je dis, comment ça a été autorisé? Fait que j'appelle mon équipe au sol, c'est Jean-Pierre, le fils d'Hermel, qui dit ouais, le chat est sorti du sac. Je dis, c'est quoi cette affaire-là, le chat est sorti du sac? Fait qu'il m'explique que ils ont appelé nul autre que le Queen Mary 2. Et ils ont accepté de venir me prêter main forte en plein milieu de l'Atlantique. Fait que ils s'en viennent, puis ils vont être là dans 6-8 heures. T'sais. Fait que là, je dis, ah, OK, moi, j'avais rêvé de voir ce bateau-là. À côté de ta petite embarcation, ça doit être absolument émouvant. C'est tellement immense, puis c'est beau, puis les gens étaient là sur leur balcon, puis sur le pont, puis ils criaient, ils chantaient. Pour vrai, t'entendais bien? Oui, je les entendais super bien, oui. Ouais. Fait que c'était vraiment inédit, puis en plus, j'entendais Jean-Pierre dans mon téléphone satellite que j'avais mis sur main libre, que j'avais accroché dehors, puis je l'entendais dire « Je te vois sur la webcam du Queen Mary. Je te vois. » Tu sais, la webcam est braquée sur toi, puis sur Twitter, on te voit ramer. Puis c'était comme inédit. C'est un moment tellement incroyable. Puis là, tout récemment, je fais une conférence pour des IGA. Fait qu'en septembre, je suis au grand rendez-vous Sobeys. Je suis à Québec. Puis là, tu as plusieurs marchands qui viennent. Puis là, je fais plusieurs conférences par jour. Puis là, il y a des centaines de personnes. Puis là, il y a un grand monsieur qui vient me voir. Il dit oui. Puis là, il baragouine l'accent québécois. Tu vois qu'il est ici depuis un petit bout. Mais... Puis c'est un Indien. Fait qu'il me dit, ouais, moi, j'habite à Roberval. Il n'y avait pas l'accent de Roberval. Mais il dit, je suis bouché à Roberval. Puis, en 2013, j'étais bouché sur le Queen Mary 2. Puis, j'étais sur le pont. J'étais là, moi. Je criais aussi, moi. T'sais. Fait qu'un gars de Saguenay qui était sur le bateau. Puis, moi, ça me fait capoter. Est-ce qu'ils t'ont tiré quelque chose à la mer? Ils t'ont lancé Ils m'ont donné des ballots étanches dans lesquels il y avait des victuailles. OK, là, je comprends. Des petits cadeaux. Des petits cadeaux, ouais. OK. Et un téléphone satellite qu'ils m'ont prêté, ouais. Puis en fait, est-ce que de loin, tu les as vus venir? Tu disais dans 6-8 heures, mais tu voyais... La température, t'as quand même... 10 minutes avant. OK, tu voyais le bateau apparaître, là. Ouais, 10-15 minutes avant, là, j'ai vu le petit point blanc à l'horizon. Là. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en mer, les gens réalisent pas ça, mais, tu sais, je sais pas si, tu sais, il y a des auditeurs qui ont peut-être fait du kayak, là, tu sais, quand on traverse le lac Saint-Pierre puis on veut se rendre à Trois-Rivières, ben, au début, on voit le pont La Violette, mais on voit juste un petit point à l'horizon, ou 2 petits points, si je me trompe pas, mais c'est le haut du pont qu'on voit en premier. Parce que la Terre est ronde, donc il y a vraiment la courbe entre nous puis le pont La Violette. Ben, en mer, c'est la même affaire. Donc, au début, on va voir un petit bout,
Puis le petit bout, c'est pas le bateau dans son ensemble, c'est la timonerie, c'est le poste de commande en haut. Puis plus le bateau avance, plus il va se découvrir, puis là, tu vas voir le premier pont, le deuxième pont, et là, puis là, ben, on va c'est-à-dire, on voit le dernier étage en premier, puis là, après ça, on va voir jusqu'au premier étage, là, puis fait que c'est vraiment impressionnant, ça grandissait sous mes yeux, puis dans les photos, on voit ça, là, tu sais, dans les photos, on voit le petit bout qui apparaît, puis là, ben, on se dit, il est à 15 000, 20 000, tu sais, il est à, ouais. Mais quand tu vis ça, est-ce que le bateau, lui, doit tellement ralentir, sinon il se ferait chavirer, dans le fond, parce que c'est tellement fort? Je me disais, est-ce qu'il faut qu'il ralentisse pas mal pour que tu puisses faire la transaction, on se comprend? Là? Oui, oui. Ben, en fait, eux, ce qu'ils nous disaient, là, ce que mon équipe et leurs équipes tu sais, parce que dans le fond, notre point de contact, c'était beaucoup les relations publiques de la Cunard Steamship Line qui parlaient à mon équipe des communications. OK. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un officier qui est entré en contact avec Michel, mon routeur météo, pour parler plus de l'abordage, comment ça va se faire. Mais au début, la personne en relations publiques, elle disait, nous, ce qu'on a reçu comme mémo du capitaine, c'est qu'il ne pourra pas arrêter. Fait qu'il pourra pas descendre un Zodiac puis venir te serrer la main. Il pourra pas tourner autour de toi proche. Il pourra pas coller ton bateau sur leur bateau. C'est impossible. Ben non. Fait qu'ils ont dit, nous allons descendre notre vitesse à 8 nœuds. Puis en bas de ça, c'est pas bon pour les moteurs. On peut pas maintenir, je sais pas pour quelle raison, mais ils pouvaient pas. Fait qu'ils passaient de 20 quelques nœuds à 6 nœuds minimum peut-être. Fait que ils pouvaient pas arrêter les moteurs, finalement. T'sais, ils pouvaient pas éteindre. J'imagine qu'ils ont peut-être peur que ça reparte pas. Fait qu'ils tournaient autour de moi. Fait que c'était très désorientant. Parce que, tu sais, je voyais le soleil, il est là, OK, derrière les nuages, là, eux, ils tournent. Mais tu sais, quand tu as un bâtiment même devant toi, tu as l'impression qu'il est devant toi. Mais là, j'avais l'impression que c'était moi qui tournais, mais non, c'était eux qui tournaient autour de moi. Moi, j'étais restée quand même assez au même endroit. Donc là, j'ai dû ramasser les ballots. Je leur faisais des tatas, puis je les saluais, puis tout. Mais les gens, ce qu'ils me disaient, c'est on attendait, on voulait te voir ramer. Ben non, mais moi, je rame tout le temps. Je veux pas ramer, je veux vous regarder. Tu sais, je veux vous voir, tu sais. Fait que j'ai pas ramé devant eux vraiment, sauf pour aller ramasser les ballots. Puis, est-ce qu'à ta connaissance, ils ont demandé aux gens qui étaient dans le bateau s'ils pouvaient arrêter ou si c'est une décision qui était prise de toute façon? Puis ils se disaient c'est tellement original, puis une fois d'une vie qu'ils vont être contents? Ben, en fait, ils pouvaient pas arrêter complètement. Non, mais je veux dire ralentir. Mais ils ont dû aviser les citoyens. Parce ils ont avisé tout le monde à bord. Je pense qu'ils l'ont su la veille à 10 h le soir, puis ils ont pris la peine de prendre les speakers là, dans le bateau, là, les appels. Des fois, ils vont faire des annonces. Et là, ils ont dit demain, on va rencontrer une Canadienne donc qui est en plein milieu de l'océan. On s'en va lui prêter des vivres, lui donner des vivres, puis tout ça. Puis la veille, ce que mon équipe me disait, c'est que sur Twitter, là, les gens le disaient, on va rencontrer une Canadienne. Fait que des journalistes à bord, il y a des passagers qui tweetaient, puis qui Facebookaient, puis qui disaient... C'est devenu l'événement de la journée, là, c'est clair. Fait que c'était quelque chose. Là. Puis dans les ballots, il y avait comme du chocolat. Tu sais, les dames de chambre, ils mettent des chocolats sur les lits. Ils font la chambre, mettent des petits chocolats. Fait que moi, à partir de là, je mettais un petit chocolat sur mon lit avant d'aller ramer. Puis quand je rentrais, je me disais, oh, ils ont fait ma chambre. Tu sais. Puis je mangeais mes petits chocolats. Mais est-ce que le long de la traversée, je pense comme ça, tu as eu plein de messages, mettons, d'école, de gens qui t'encourageaient. Ça devait être... Ton équipe a dû dire, regarde, il en est rentré. Peut-être pas tout lu, là, mais c'est le fun de savoir que ça intéresse le monde, puis que, entre autres, les jeunes, parce que je sais que tu aimes ça transmettre, c'est ce que tu fais aujourd'hui, raconter, transmettre, mais ça devait être aussi une motivation, le fun, ça. Vraiment. Puis, tu sais, des fois, je prenais la peine d'appeler des écoles, tu sais, pour voir, OK, est-ce que il y a des écoles qui ont des questions? Puis là, ben mon équipe rassemblait les questions. On faisait comme, on appelait ça une vacation radio. Là. On avait emprunté le terme je pense que c'est dans le banc des globes, là, tu sais, qui appelait ça une vacation radio. Fait qu'on se disait, ben tiens, on va appeler ça une vacation, puis on va répondre à toutes les questions une fois par semaine. Fait qu'on avait ce contact-là. Puis là, des fois, je disais bonjour à l'école Carvaillant-Campanile, Québec. Ça, c'est une école qui m'a suivi. Les élèves, ils pleuraient quand ils entendaient leur nom dans mes espèces de vacations. Les autres capotaient, ils étaient vraiment contents. Fait que, on va toucher à d'autres aspects, mais je veux dire, quand tu arrives donc en France, à ton arrivée, raconte-moi comment ça se passe quand tu commences à voir la Terre, puis tu as un comité d'accueil, comment ça se passe?
En fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de membres de mon équipe au sol, des gens, tu sais, un peu de l'équipe élargie qui s'étaient déplacés, ma famille proche, oui. tout ça. Fait qu'il y avait une quinzaine de personnes. Fait que là, c'était la gestion, l'organisation. Tu sais, il faut comme, OK, on s'en va en France, mais on sait pas vraiment à quelle date il faut y aller. Fait que là, il faut trouver des chambres, une maison sur Airbnb, puis là, tu sais, fait que mon équipe, c'était pas facile pour eux de prendre, OK, on prend 2 semaines de vacances, puis on y va. Puis après, j'avais un accueil. Mais tu sais, moi, je m'attendais pas à beaucoup d'accueil parce que les médias français, ils en ont pas tant parlé. C'était du déjà vu pour eux. Il y a des Français qui l'avaient déjà fait. J'avais peut-être pas la personne idéale là-bas aussi pour faire des communications autour de ça. OK. Fait que... Mais toi, arrivé en France, ça t'a-tu remué pas mal? Moi, oui, quand même. Là, c'était... Moi, l'accueil le plus important, c'était mes proches, de toute façon. Là, c'est ce que je voulais. Puis, il y avait quand même une centaine de personnes pour m'accueillir, mais les médias, c'était tellement impressionnant, la quantité de médias qu'il y avait à mon arrivée. Là. C'était grisant. C'était comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Il y avait juste des flashs autour de moi. Puis juste de mettre tes pieds sur la terre ferme, marcher, avancer, tout est exquis. Tout fait mal. Tout est vraiment particulier, les sensations. Tu sais, voir ma famille, là. Puis voir la réassurance dans les yeux de mes parents. Là. Ils étaient un petit peu tannés, eux autres. Fait qu'ils avaient hâte que j'arrive. Est-ce que, tu vas me dire que c'est une évidence, ça, mais tu me diras comment. Mais il y a une Mylène Paquette avant, pendant, puis après la traversée. Oui. Puis comment l'aventure a changé ta perception de la vie? Je pense que c'est surtout là, le fait d'apprendre à être patiente, puis apprendre à mettre de l'eau dans mon vin, puis pas prendre les choses personnelles, avoir une meilleure attitude. Je pense que c'est plus des choses, tu sais, des leçons de vie là, qui me... Ouais, tu sais, puis quand t'as un problème, c'est jamais bien grave, finalement, à moins que ta vie soit en danger. Puis quand ta vie est en danger, tu rumines pas, tu sais, t'es en train de prendre action pour, tu sais. D'être moins dans l'anticipation, tu sais, puis d'arrêter de capoter pour ce qui s'en vient potentiellement demain, quand dans le fond, ça va peut-être pas arriver. Tu sais, fait que ça m'a beaucoup changé à ce niveau-là, je pense, tu sais, par rapport à mon rapport à la vie. Ça a-tu été compliqué, gérer la transition entre l'exploit lui-même et le retour à une vie pseudo-normale? Ce qui a été compliqué, c'était de vivre avec le fait qu'il fallait que j'assume ça. C'est que les gens avaient toute une représentation différente de la fille qui avait fait ça. Puis moi, je pouvais pas tout porter ces représentations-là. Tu sais, j'arrivais dans un événement, puis on me disait « Ah, je pensais que t'étais plus grande. Ah, je pensais que t'étais plus petite. Je pensais que t'étais plus grosse. Je pensais que t'étais plus cute. Je pensais que t'étais plus forte. Fait que tu peux pas être tout que le monde pense. Tu sais, ça... Perception, ben oui. Oui, puis les gens me disaient des affaires. C'est impressionnant. Là. Je me suis fait toucher les biceps assez souvent. Fait que c'est comme un manque de liberté, je pense, que j'avais au retour. Puis il y a une certaine détresse de « Ah ouais, c'est ça que j'ai créé. » Tu sais, une certaine... My God, c'est bien intense, tu sais. Ouais, je comprends. Mais il fallait juste que je l'assume. Moi, excuse-moi. Non, vas-y. En fait, j'arrivais à ton livre « Dépasser l'horizon ». Est-ce que tu dirais que ça a été une forme de thérapie pour toi? Est-ce que d'abord, tu avais commencé à l'écrire par moments libres dans le bateau? Non, pas du tout. Pas du tout après. Le seul que j'avais écrit, c'est la rencontre avec Daniel. Dans le livre, je parle du 22 avril 2012, je pense, là, puis je parle d'un Daniel que j'ai rencontré, puis qui m'a écrit, puis qui m'a dit... tu réponds à tes courriels toi-même, puis c'est lui qui m'a prêté de l'argent. Fait que Daniel, lui, était convaincu que j'avais une équipe, là, tu sais, comme au Vendée Globe, là, tu sais, puis là, il m'a écrit, parce que c'est particulier comment est-ce que j'ai rencontré ce monsieur-là, tu sais, Daniel, c'est pas un gars fortuné, là, c'est un gars comme monsieur, madame, tout le monde, là, qui a juste pris une marge de crédit hypothécaire parce qu'il croyait à ce que je faisais, puis qui veut changer le monde à sa façon. Puis il m'avait juste dit... c'est drôle, tu sais, c'était dans la marche pour la Terre, le jour de la Terre, là, où il y avait eu 125 000 personnes dans les rues, là. Moi, j'avais une pancarte sur laquelle il y avait une proposition de signer pour ratifier l'accord de Kyoto. Tu sais, c'était dans ces années-là où le Canada s'était retiré, puis là, je faisais signer des pétitions pendant la marche pour que le Canada se remette sur l'accord de Kyoto. C'était les années Harper, les années noires un peu. Fait que les gens m'accrochaient toute la journée. Je faisais signer des pétitions avec la Fondation David Suzuki, Équiterre, puis tu sais, je me promenais avec eux autres. Puis là, ce monsieur-là, Daniel, il avait dit
sur les 120 000 personnes, tu étais la seule qui proposait quelque chose de concret sur ta pancarte. Mm-hmm. Tu sais, ça disait pour signer pour signer ma pétition, accrochez-moi, mais là, j'étais prête à d'avancer, tu sais. J'ai été très populaire ce jour-là. Fait qu'il avait trouvé ça ingénieux. Fait que c'est drôle parce que ça m'a comme un peu donné l'exemple que, tu sais, si tu donnes, moi, je vais faire la marche, là, peu importe, au lieu de faire juste militer puis chialer, je vais comme dire aux gens, donne-moi ta pétition, là, puis je vais te la faire signer, ta pétition, toute la journée. Tu sais, ça m'a comme appris que quand tu acceptes d'aider les autres, ça va toujours te revenir. Tu sais, ce monsieur-là, il m'aurait jamais remarqué que j'avais pas eu ce pancarte-là. Puis, fait que je trouve ça particulier, puis c'est un apprentissage qui m'a toujours suivi. Fait que j'ai jamais refusé une étudiante qui veut me rencontrer, faire un travail scolaire. Ben, je l'ai toujours fait. Puis pour revenir au livre, c'était le seul petit bout que j'avais écrit avant parce que je trouvais ça trop important de parler de Daniel. Puis je voulais pas... je trouvais que c'était inspirant, cette rencontre. En termes anglophones, on dit un game changer, mais pour toi, oui, là, c'est sûr que ça a été majeur. Écoute, est-ce que tu te considères comme une ambassadrice des océans? Ben, pas tant parce que je n'y suis plus. Si je continue ma carrière là-dedans, peut-être que oui. Mais c'est sûr qu'on m'associe beaucoup à l'océan puis que je vais toujours être là pour en parler. Puis t'en es fière, là, c'est sûr. Il y a pas de oui, je suis super fière. Mais un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir assez parlé des plastiques que je voyais parce que pour moi, c'était comme, c'est évident, là, je les vois tous les jours. Puis j'aurais pu plus les ramasser, les prendre en photo pour témoigner plus. Et c'était régulier, ça? Tu veux dire les bouteilles, le plastique? Tous les jours, OK. Ah oui, tous les jours. Ouais, tous les jours, je ramassais, je rencontrais des déchets. Mais tu sais, les ramasser, c'est pas tant possible parce que tu ramasses plein d'espèces là-dedans. Non. Puis ça aurait pu te rendre malade, c'est exactement. Oui, c'est ça. Je pense pas que tes amis médecins auraient accepté. Ils auraient dit non, laisse ça à la mer. Tu peux pas non plus sauver la planète juste dans un voyage, c'est sûr. Mais est-ce que quand tu repenses à ça, Mylène, tu te dis, c'est drôle, si je refaisais ça, je referais à peu près de la même manière ou tu as des regrets, des choses que tu ferais différemment? Ça, peut-être que j'en parlerais plus de l'océan. Puis les affaires que je ferais différemment, il y a du stock que j'ai emmené qui me servait absolument à rien. Que jamais servi, dans le fond. Comme ce qu'on a dans la maison quand on déménage, on dit hey, mais ça, j'ai jamais mis gilet là. Ben oui, puis tu sais, aussi, il y a des niaiseries là, que j'aurais dû. Tu sais, j'ai oublié des guenilles. Ça a l'air de rien, là, mais des guenilles. Comment j'ai fait pour oublier des guenilles? C'est ridicule. Essuyer avec des jeans, ça va moins bien, là. Ça va moins bien. Fait que c'est pas long que mon chandail s'est transformé en guenille. Puis, tu sais, il y a des affaires ridicules que j'ai oubliées, là, tu sais, tu penses à tout, mais là, t'oublies, tu sais, juste un tapon de débarbouillette. Tu sais, j'avais juste des petites serviettes de sport qui sèchent vite, qui essuient mal, tu sais. Pourquoi que... Tu sais, il y a des choses où, tu sais, par exemple, je regrette de ne pas avoir assez appelé mes parents de canard. Tu sais, les parents de canard, c'est ceux qui achetaient un canard, les petits canards de plastique que j'avais à bord. Puis, tu sais, je leur faisais peur quand je les appelais. La ligne coupait, ils s'inquiétaient, puis tout. Puis là, il fallait gérer ça. Fait que je les ai pas tant appelés assez. J'en ai peut-être appelé 30%. C'est une gestion assez intense. Fait que ça, je sais que j'ai fait des déçus. Fait que ça, je le changerais peut-être. Je les appellerais peut-être un petit peu plus. Ce que ça a coûté au total, t'as-tu été pogné avec une dette un bon bout de temps ou finalement... 125 000 de dette à peu près. Ouais. OK. Puis t'as fini par rembourser ou presque? Ah, tout, pas mal. Oui, tout. Je suis arrivée le 20 novembre à Montréal. Là, on avait beaucoup de demandes de conférences et tout. Fait que ça a été pas mal ce qui m'a permis de rembourser rapidement. Je comprends. Parce que le 6 janvier, j'avais tout remboursé. Et bâtins, OK, je comprends. Oui, 125 000 en 2 mois, oui. Wow, tu dois être fier aussi, mais en même temps, tu sais, tu n'avais pas de regret, tu étais content de l'avoir réalisé, mais tu comprenais que ça avait eu un impact aussi, puis qu'il y a peut-être quelque chose qui peut durer là, dans... Oui, puis je me rappelle d'Hermel qui m'appelle le 6 janvier, puis qui dit « Ouais, là, tu vas être contente, mais là... t'en dois pas mal d'une autre façon. » Je dis « Comment ça? » Ben là, j'ai eu bien des dépôts pour tes conférences de l'année, mais maintenant, on a remboursé les dettes. Daniel est remboursé, ta mère, ton père, tes amis, Je dis « OK, puis mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? » Maintenant, il faut que tu fasses les conférences. C'est vrai. OK, j'en ai combien à faire? Puis il était là comme t'en as 90 de prévu cette année. T'sais, fait que les dépôts sont rentrés, là. Tu peux pas changer d'idée puis repartir en mer, là. Fait que c'est comme un peu ça qui m'a attachée au sol, tu sais. De dire, ah, ben là, peut-être que ça va s'essouffler, peut-être que j'en ferai plus l'année prochaine. Fait que je vais les prendre, ces conférences-là. Puis
je vais essayer de penser à comment je me renouvelle, je me recycle dans quoi, tu sais, je finis-tu mon bac en communication, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis là, ça fait 12 ans que je me demande qu'est-ce que je vais faire. Mais t'es-tu toujours sur les conférences, puis les ateliers, puis les rencontres, puis tu vis de ça, dans le fond, ça, je comprends? Oui, j'en fais 65 par année. Ouais. OK. Puis est-ce que tu les fais dans d'autres lieux que le Québec? Oui, je m'en vais au Manitoba dans 3 semaines. Je suis allée à Toronto récemment. Je ne vais plus aux États-Unis pour les raisons qu'on imagine. Mm-hmm. Mais j'y allais une fois par année, une fois ou 2 ans peut-être. Je suis allée aussi au Mexique, en Europe. Je me suis promenée. Surtout, tout de suite après ma traversée, j'avais plus de demandes à l'extérieur. Je comprends. Ouais, et est-ce que tu as bonifié j'allais dire ton discours, ton message au fil du temps? Ben oui, tu sais, il bouge, c'est ça qui bouge. Puis ils me disent, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu disais avant, mais c'est la même affaire. Tu sais, j'ai pas traversé le Pacifique, là, j'ai traversé l'Atlantique, fait que ça va toujours être la trame de fond, mais ce que j'en retiens, puis comment je le verbalise, parce que je continue d'apprendre de ça, tu sais. Fait que je pense qu'il se transforme encore. Mon message se peaufine d'une année à l'autre aussi. Ouais. Tu sais, la pandémie, ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. J'en ai tellement fait des conférences en ligne que j'ai pas eu le choix d'être le plus efficace possible. Là. Tu sais, il y avait pas 2 heures, les gens en ligne. Là. Tu sais, il y avait comme 40 minutes des fois. Tu sais. Il fallait que ça roule. Fait que là, j'ai fait des petites conférences, des micro-conférences, des pop-up meetings, de la formation. Fait que j'ai vraiment élargi mon offre. Et comme tu as toujours été en contact, tu aimes le feedback aussi, Mylène, ça doit être le fun d'entendre des gens qui disent « Hey, je suis allé à une des conférences, ça m'a donné un pied dans le cul pour faire telle affaire. » Ça doit être beaucoup ça que les gens disent. Ils sont fiers de... Tu es un déclencheur, un catalyseur pour moi. Merci, Mylène. Là, tu dis « Ah ben, c'est le fun, ça. » Mais moi, je pense là, que je le prends jamais personnel non plus. C'est bien difficile d'imaginer, tu sais, quelqu'un qui... Tu sais, j'en ai des messages des fois, je me suis mis à naviguer à cause de toi, ils m'envoient des photos de leur voilier, puis je me dis, ouais, mais si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, tu sais, qui t'aurait inspiré. Non, t'as vraiment été important dans... OK, ben c'est ce que j'ai fait, mais c'est à cause de l'équipe, c'est à cause des partenaires, c'est à cause des acheteurs de canards, c'est à cause... Tu sais, c'est pas juste moi. Mais je suis d'accord, t'as raison, mais en même temps, derrière, la genèse, c'est quand même toi. Si t'as pas cette idée un peu folle au départ, parce qu'elle est perçue comme ça, ben elle doit l'être pour certains encore aujourd'hui. Jamais tu fais ça. Là. Puis mettre 4-5 ans avant de réaliser une affaire de même, il y en a une gang. On est-tu d'accord qu'il y en a une gang qui a lâché avant? Là? T'as raison, oui, t'as raison. Ça, faut que tu l'admettes, là, que ça t'a une persévérance que toi-même... D'ailleurs, est-ce que t'as découvert des choses sur toi-même que tu ignorais avant la traversée, que tu t'es rendu compte, tabarouette là-dessus, ou j'ai plus de ça que je pensais, je sais pas, sur toi? En fait, il y a des affaires que ma mère me disait que j'ai fait et qu'elle avait raison. Tu sais, quand j'étais petite, moi, je faisais des crises d'asthme, puis là, je manquais l'école, puis là, il fallait que je me remette dans mes devoirs, puis j'avais des troubles d'apprentissage, puis j'étais dyslexique, puis pas attentive, puis tout. Puis elle me disait tout le temps, toi, t'es persévérante. Mais elle me l'a tellement dit que je l'ai cru. Puis j'ai beaucoup regardé dans le dictionnaire, c'était quoi? C'est quoi, je dois être persévérante? Ouais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Tu sais, malgré les écueils, continue d'avancer, malgré que ce soit difficile. OK, oui, j'adhère, je suis comme ça. Mais là, à un moment donné, je me suis retrouvée dans ce projet-là dans ma vie, puis j'ai réalisé que je suis vraiment persévérante, finalement, tu sais. Puis aussi, maman me disait, t'es impatiente. C'est pas deux. Tu sais, la persévérance et l'impatience, ça fit pas tant. Mais dans toi, ça fit. Ça marche. Tu sais, mais t'es vraiment impatiente. Il faudrait que t'apprennes à être plus patiente. Puis j'ai réalisé à quel point je trépigne devant tout. Tu sais, je suis pas patiente. Vraiment pas. Je suis patiente avec un bébé qui pleure, là, mais je suis pas patiente avec... Es-tu un petit peu TDAH, je pense? Oui, hein? Je dis clairement. Puis j'ai même eu un diagnostic, là, fait que c'est pas moi qui l'invente. Mais je suis très impatiente, puis mettons, tu sais, répéter la même affaire. Là, moi, j'ai 2 enfants de 3 et 5 ans, puis je me dis, non, je te l'ai dit 3 fois. Tu sais, je suis vraiment la plus patiente des mamans. Non, mais je suis compréhensive quand même. T'sais. Donc, tu viens d'ouvrir un peu sur un pan de ta vie, la vie personnelle. Donc, c'est le genre de choses que, mettons, de 20 à 30, tu n'étais pas là. Puis là, il y a eu un moment ou une rencontre, peu importe comment ça s'est passé, je veux pas aller dans le détail, mais je veux dire, dans les moments importants de ta vie, tu as eu ce défi-là. Puis je pense pas que tu dis, il faut que je fasse 2-3 défis encore. Je ne penserai pas. Là. Déjà élever une famille, c'est quelque chose. C'est un défi. Ben oui. Tu as bien raison. Ben, tu sais, moi, je dirais vraiment, à mon 30 ans, là, ça a été consacré à ce projet-là, là, jusqu'à
jusqu'à temps que j'aille mon fils. Là, Ouais. c'était ma priorité, soit de le faire, de le préparer ou d'en parler. De naviguer à travers le Québec ou l'Amérique pour faire mes conférences. Puis après, ben à 40 ans, j'ai accouché. Fait que c'est devenu ma priorité, mon grand garçon de 5 ans. Puis après, j'ai eu ma fille toute seule. Donc, ma petite bonne femme de 3 ans, Léontine, qui est une cocotte extraordinaire. Fait que j'ai deux enfants assez... c'est ça me garde jeune et je me promène. Ben, j'ai eu un enfant à 42, moi, vois-tu, puis je le dis sincèrement, je le pense. Moi, j'en ai eu 2, un à 30 puis 32, mais pas moi personnellement, mais en couple. Puis, mais celui de 42 m'a gardé plus jeune. J'ai trouvé ça intéressant. Mais écoute, je suis pas à 96 ans non plus, j'ai 64, mais tu comprends, j'ai aimé cette... Puis je comprends ce que tu peux dire en disant ça m'a gardé jeune, ça nous pousse un peu, mais en même temps, ça nous ramène des choses très, très premier niveau, puis à notre enfance. Puis avec toi, tu as dû beaucoup penser à ça en mère, hein, tes parents, tout ça, puis leur fille, tu sais, sans parler d'un doute, c'était quand même quelque chose d'impressionnant que tu faisais, là. Oui. Oui, puis tu sais, mes parents, je leur parlais, puis ils habitaient toujours dans la maison où je suis née puis j'ai grandi, là, fait que c'est vous dans l'Est du Québec ou de... ma mère, mes parents, ils venaient de Montréal, les deux, puis on a grandi à Montréal-Nord. OK, t'étais une fille de Montréal. Ouais, pourquoi j'avais en tête la Gaspésie? Peut-être parce que... on a beaucoup dit que j'étais rimousquoise, fait que je dormais tellement là-bas souvent. C'est vrai, t'étais là longtemps pour te préparer. C'est ça. Les projets, on oublie ça, les projets, c'est la famille. Donc, puis mettons, je finirai avec ça, Mylène. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton histoire, ton épopée? Une des affaires les plus importantes, je pense, c'est qu'en équipe, on peut faire bien des affaires. En équipe, c'est, la collaboration, la communication, on peut tout dire, on peut tout réaliser, puis quand on s'assoit puis qu'on met les émotions de côté, on est capable de tout dire. Puis que nous ne sommes pas nos émotions. Fait qu'on peut réussir à les mettre de côté pour intervenir, pour passer à l'action, puis choisir une meilleure attitude. Je pense que c'est vraiment dans les plus grands apprentissages que j'ai faits. Ouais. Crois-tu vraiment que tu pourrais faire, mettons, 5-10 ans encore, toujours en donnant des conférences? Parce que, dans le fond... Là, je me suis transformée là, avec les formations. Fait que j'espère que je vais continuer. Ah oui. Mais il y a toujours des clients satisfaits qui me réfèrent puis fait que je me dis peut-être un autre 5 ans. Puis après ça, t'es une victime de ton succès. C'est merveilleux. Écoute, pourquoi pas. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir, Mylène. Et bon succès. Salut. Merci.